Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Alors moi, j'ai choisi un texte un peu plus vieux, un peu plus long. Pour vous mettre en contexte, 1532-1534, c'est l'histoire d'un père, pour l'instant, qui écrit une lettre à son fils. Peut-être reconnaîtrez-vous les personnages. Au début, il demande à son fils de garder la vertu pour que son propre nom soit préservé comme homme vertueux, comme grand roi. Il lui écrit: « Mais encore que feu mon père, grand gousier, présent dans toutes les mémoires, eût consacré tout son soin à me voir progresser en perfection et savoir politique, et que mon travail et mon application correspondissent tout à fait à son désir, et même t'allassent encore plus loin, toutefois, comme tu peux bien le comprendre, le temps n'était pas aussi favorable et propice à l'étude des lettres qu'à présent, et je ne disposais pas d'autant de précepteurs que toi. Les temps étaient encore ténébreux, se ressentant du malheur et des calamités causées par les Goths, qui avaient mis à sac toute bonne littérature. Mais par la bonté divine, prestige et dignité ont été, de mon vivant, rendus aux lettres. Et j'y vois une telle amélioration qu'à présent, je serais difficilement admis dans la classe élémentaire des jeunes potaches, moi qui, en mon âge mûr, était réputé, non à tort, le plus savant du siècle. Ça va être dur. Je ne dis pas ça par vaine gloriole. Oui, excusez. Je ne dis pas ça comme vaine gloriole, mais pour te donner le désir de viser plus haut. Maintenant, toutes les disciplines sont rétablies et l'étude des langues instituée. Le grec, sans lequel c'est une honte qu'on se prétende savant, l'hébreu, le chaldéen, le latin, l'imprimerie qui fournit des livres si élégants et si corrects est en usage, elle qui a été inventée de mon vivant par une inspiration divine, alors qu'au contraire, l'artillerie l'a été par une suggestion diabolique. Le monde entier est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de bibliothèques très importantes, au point que, me semble-t-il, ni au temps de Platon, ni en celui de Cicéron, ni en celui de Papinien, on ne pouvait étudier aussi commodément que maintenant. Et désormais, on ne devra plus se montrer en public ni en société si l'on n'a pas été bien affiné dans l'atelier de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les mercenaires, les palefreniers d'aujourd'hui plus doctes que les docteurs et les prédicateurs de mon temps. Que vais-je dire? Les femmes et les filles ont aspiré à cette gloire et mannes célestes que sont de bonnes études. C'est au point qu'à l'âge où je suis, j'ai été contraint d'apprendre le grec. Ce que je n'avais pas méprisé comme Caton, mais que je n'avais pas eu le loisir de découvrir en mon jeune âge. Et je me délecte volontiers à lire les œuvres morales de Plutarque, les beaux dialogues de Platon, les monuments de Pausanias, les beaux dialogues de Platon, et en attendant l'heure où Dieu, mon créateur, voudra m'appeler et m'ordonner de quitter cette terre. C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir et en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon. L'homme, par un enseignement direct et de vive voix, la ville, par de louables exemples, ont pouvoir de te former. J'attends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement le grec, comme le veut Quintilien. Deuxièmement le latin, puis l'hébreu pour les saintes lettres. Le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes présentes en ta mémoire. Et pour cela, tu t'aideras de l'universelle encyclopédie des auteurs qui s'en sont occupés. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique. Je t'en ai donné le goût quand tu en étais encore jeune, à 5 ou 6 ans. Achève le cycle. En astronomie, apprends toutes les règles. Mais laisse-moi l'astrologie et l'art de l'Ule comme autant de supercherie et de futilité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et que tu les mettes en parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes avec zèle. Qu'il n'y ait mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons. Tous les oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes et les buissons des forêts, toutes les terres de la terre, tous les mythos cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tous les pays, de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Puis, relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes, et par de fréquentes dissections acquiert une connaissance parfaite de cet autre monde qu'est l'homme. Et pendant quelques heures du jour, va voir les saintes lettres, d'abord en grec le Nouveau Testament et les épîtres des apôtres, puis en hébreu l'Ancien Testament. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu deviens homme et tu te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes, afin de défendre ma maison et de secourir nos amis dans toutes leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs.
Et je veux que bientôt, tu mettes à l'épreuve tes progrès. Cela, tu ne pourras pas mieux le faire qu'en soutenant des discussions publiques sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu'en fréquentant les gens lettrés qui sont tant à Paris et qu'ailleurs. Mais, parce que le sage Salomon... Mais, parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde. Ne prends pas à cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tous tes proches, et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs. Fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler, et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis au loin tout le savoir humain, reviens vers moi, afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 17e jour du mois de mars, ton père, Gargantua. C'était Rabelais. Bonjour à tous. Je voudrais vous lire le texte du marquis de Condorcet, grand représentant des Lumières au milieu du 18e siècle, un des grands précurseurs de la Révolution française. Et le texte provient d'un discours, le premier mémoire sur l'instruction publique, où le marquis de Condorcet défendait une éducation publique pour tous et pour toutes. Et je tiens à souligner le tout, ce qui n'était pas évident au milieu du 18e siècle. Et pour ce faire, il le défend sur 3 principes qui sont des principes fondamentaux à toute démocratie. Soit un moyen pour rendre réelle l'égalité des droits et non des faux droits. Deuxième principe que j'essaie de trouver, pour diminuer l'inégalité de la naissance et finalement pour augmenter dans la société la masse des intelligences. Le texte va comme suit. La société doit au peuple une instruction publique. Premièrement, comme moyen de rendre réelle l'égalité des droits. L'instruction publique est un devoir et une obligation de la société à l'égard de tous ses citoyens. Vainement aurait-on déclaré que les hommes ont tous les mêmes droits. Vainement, les lois auraient-elles respecté ce premier principe de l'éternelle justice si l'inégalité dans les facultés morales et intellectuelles empêchait le plus grand nombre de jouir de ses droits dans toute leur étendue. L'État social diminue nécessairement l'inégalité naturelle en faisant concourir les forces communes au bien-être des individus. Mais ce bien-être devient en même temps plus dépendant des rapports de chaque homme avec ses semblables. Et les effets de l'inégalité s'accroîtraient à proportion si l'on ne rendrait plus faible et presque nul relativement au bonheur et à l'exercice des droits communs, celle qui naît de la différence des esprits. Cette obligation consiste à ne laisser substituer aucune inégalité qui entraîne de dépendance. Il est impossible qu'une instruction, même égale, n'augmente pas la supériorité de ceux que la nature a favorisés d'une organisation plus heureuse. Mais il suffit au maintien de l'égalité des droits que cette supériorité n'entraîne pas de domination et de dépendance réelle. Et que chacun soit assez instruit pour exercer par lui-même et sans se soumettre aveuglément à la raison d'autrui, ceux dont la loi lui a garanti la jouissance. Alors, bien loin que la supériorité de quelques hommes soit un mal pour ceux qui n'en ont pas reçu les mêmes avantages, elle contribuera au bien de tous. Et les talents, comme les lumières, deviendront le patrimoine commun de la société. Ainsi, par exemple, celui qui ne sait pas écrire et qui ignore l'arithmétique dépend réellement de l'homme plus instruit auquel il est sans cesse obligé de recourir. Il n'est pas égal de ceux à qui l'éducation a donné ses connaissances. Il ne peut pas exercer les mêmes droits avec la même étendue et la même indépendance. Celui qui n'est pas instruit des premières lois qui règlent le droit de propriété ne jouit pas de ce droit de la même manière que celui qui les connaît. Pour les discussions qui s'élèvent entre eux, ils ne combattent pas point à armes égales. Mais l'homme qui sait les règles de l'arithmétique nécessaires dans l'usage de la vie n'est pas dans la dépendance du savant qui possède au plus haut degré le génie des sciences mathématiques et dont le talent lui sera d'une utilité très réelle, sans jamais pouvoir gêner dans la jouissance de ses droits.
L'homme qui a été instruit des éléments de la loi civile n'est pas dans la dépendance du jurisconsulte, le plus éclairé, dont les connaissances ne peuvent que l'aider et non la servir. L'inégalité d'instruction est une des principales sources de tyrannie. Dans les siècles d'ignorance, à la tyrannie de la force se joignait celle des lumières faibles et incertaines, mais concentrées exclusivement dans quelques classes peu nombreuses. Les prêtres, les jurisconsultes, les hommes qui avaient le secret des opérations de commerce, les médecins même formés dans un petit nombre d'écoles, n'étaient pas moins les maîtres du monde que les guerriers armés de toutes pièces et le despotisme héréditaire. Et le despotisme héréditaire de ces guerriers était lui-même fondé sur la supériorité que leur donnait, avant l'invention de la poudre, leur apprentissage exclusif dans l'art de manier les armes. Deuxième principe pour l'éducation publique, pour diminuer l'inégalité qui naît de la différence des sentiments moraux. Il est encore une autre inégalité dont une instruction générale, également répandue, peut être le seul remède. Quand la loi a rendu tous les hommes égaux, la seule distinction qui les partage en plusieurs classes est celle qui naît de leur éducation. Elle ne tient pas seulement à la différence des lumières, mais à celle des opinions, des goûts, des sentiments, qui en est la conséquence inévitable. Le fils du riche ne sera point de la même classe que le fils du pauvre, si aucune institution publique ne les rapproche par l'instruction, et la classe qui en recevra une plus soignée aura nécessairement des mœurs plus douces, une probité plus délicate, une honnêteté plus scrupuleuse. Ses vertus seront pures, ses vices, au contraire, seront moins révoltants, sa corruption moins dégoûtante, moins barbare et moins incurable. Il existera donc une distinction réelle qui ne sera point au pouvoir des lois de détruire et qui, établissant une séparation véritable entre ceux qui ont des lumières et ceux qui en sont privés, en fera nécessairement un instrument de pouvoir pour les uns et non un moyen de bonheur pour tous. Le devoir de la société relativement à l'obligation d'étendre dans le fait, autant qu'il est possible, l'égalité des droits, consiste donc à procurer à chaque homme l'instruction nécessaire pour exercer les fonctions communes d'homme, de père de famille et de citoyen, pour en sentir, pour en connaître tous les devoirs. Troisième raison pour l'instruction publique, pour augmenter dans la société la masse des lumières et des intelligences utiles. Plus les hommes sont disposés par l'éducation à raisonner juste, à saisir les vérités qu'on leur présente, à rejeter les erreurs dont on veut les rendre victimes, plus aussi une nation verrait ainsi les lumières s'accroître. Une société verrait s'accroître les lumières de plus en plus et se répandre sur un plus grand nombre d'individus, doit espérer d'obtenir et de conserver de bonnes lois, une administration sage et propre et une constitution vraiment libre. C'est donc encore un devoir de la société que d'offrir à tous et toutes les moyens d'acquérir les connaissances auxquelles la force de leur intelligence et le temps qu'ils peuvent employer à s'instruire leur permettre d'atteindre. Il en résultera sans doute une différence plus grande en faveur de ceux qui ont plus de talent naturel et à qui une fortune indépendante laisse la liberté de consacrer plus d'années à l'étude. Mais si cette inégalité ne soumet pas un homme à un autre, si elle offre un appui au plus faible sans lui donner un maître, elle n'est ni un mal, ni une injustice, et certes, ce serait un amour de l'égalité bien funeste que celui qui craindrait d'étendre la classe des hommes éclairés et d'y augmenter les lumières.